Bonjour et bienvenue sur ce point marché DailyFX, Nicolas Lavallée au micro et je vais vous parler du Forex, des CFD, indices et matières premières, le tout sous mes axes analytiques favoris que sont donc les analyses héliotistes mais également chartistes à base de canaux de régression, de niveaux de support et résistance, qu'ils soient chartistes ou issus de mes niveaux d'expansion Fibonacci relatifs donc à la théorie héliotiste. Donc j'en profite pour passer le bonjour à nos auditeurs qui sont actuellement connectés sur le chat. Donc si vous pouviez sur le chat m'indiquer que le son est ok de votre côté, ça me permet dans le même temps de vous rappeler les risques qui pèsent sur le marché d'échange et via les produits CFD. C'est un marché qui ne peut être recommandé à tout investisseur. On se doit d'être transparent par rapport à ça. Ce n'est pas un marché facile. Vous devez être conscient des risques associés donc à ces marchés et consulter un conseiller financier indépendant si vous avez quelques doutes que ce soit. Donc merci Stéphane pour ton retour. Donc le son est ok. Toute opinion, information de marché, note de recherche, analyse, prix et haute notification ont pour seul et unique but de commenter l'évolution du marché d'échange et ne constituent pas des conseils en investissement. Je le rappellerai jamais assez, mais souvent, merci pour vos retours, merci visiteur qui vient nous voir, c'est le soir là-bas de la Réunion, mais fidèle auditeur qui vient donc chaque mercredi 16h. Donc merci pour ta présence et ta fidélité. Et donc, pour revenir sur l'avertissement, FXM ne pourra en aucun cas être tenu responsable de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors c'est vrai que sur les analyses que je vous apporte, je vais au-delà du spectre analytique classique, puisque je vous parle de money management, je vous parle de points d'entrée clairs, de stop clairs, de stratégie de trading, de plans et d'idées de trading, et donc je dépasse entre guillemets l'analyse pure et dure, d'accord? Mais je tiens vraiment à souligner que ce que je vous apporte est donné à des fins qui sont uniquement pédagogiques. J'insiste vraiment. Je ne veux pas que vous preniez pour argent comptant ce que je vous apporte au travers de mes analyses, même si je donne parfois des éléments de trading assez forts. D'accord? Pourquoi je le fais? Je pourrais simplement vous donner des biais, sans vous donner d'objectifs précis, sans vous donner par exemple des niveaux de stop ou mentionner des risques reward. Je le fais parce que je pense que pour apprendre le trading, il est, j'ai envie de dire, il est mieux de le faire dans des conditions réelles de marché. Voilà. Je pourrais vous donner des formations sur la base d'historique. Et là, pour le coup, je pourrais vous trouver 1000 trucs qui fonctionnent. D'accord? Si vous me donnez, et sur n'importe quelle méthode, même des croisements de moyennes mobiles, vous voyez, ça, je peux vous trouver 1000 situations qui gagnent dans le passé. Mais dès que vous allez commencer à trader ça en situation réelle, c'est-à-dire à un instant T, vous allez voir que c'est plus du tout la même chose et que le niveau de performance qui pourrait être annoncé sur des historiques ne se révèle en aucun cas fidèle à ce que vous allez en tirer dans des conditions, j'ai envie de dire, transparentes de trading en temps réel. D'accord? Donc je trouve que c'est pas, enfin, pour boucler avec ce que je disais avant, je trouve que c'est bon, c'est toujours bien, hein. Je veux dire, c'est quand même bien de parler d'historique, etc. pour étayer, trouver des exemples clairs et précis. C'est évidemment bien, ça permet de faire ressortir des cas de figure, on va dire parfaits, donc plus simples à appréhender, mais c'est pas fidèle aux difficultés que vous pourriez rencontrer en trading réel. D'accord? Donc c'est le parti que moi j'ai pris. euh, de vous apporter finalement des techniques qui me sont propres et que je vous apporte en toute transparence en les confrontant à la réalité du marché. D'accord? C'est la raison pour laquelle dans les analyses que je vous donne, je reviens sur mes analyses passées. Ça vous permet de regarder un petit peu, est-ce que j'étais pertinent sur ma dernière analyse? Oui, non. Qu'est-ce que les cours ont donné et quel est maintenant le plan?
Vous voyez, donc c'est toute une histoire comme ça que vous pouvez lire au fil et au fur et à mesure donc des analyses que je produis, et donc j'émets de temps en temps des propositions de trade très précises où je vous explique, parce que je ne peux écrire qu'un article par jour, je ne fais qu'un webinaire par semaine, donc je ne peux pas tout traiter. Donc il arrive de temps en temps que même si je vous disais qu'on était en recherche d'achat sur cette zone, et bien quelques jours après c'est parti. Donc là je vous explique, oui, la zone était intéressante, on recherchait un achat, et vous voyez le price action, c'était tel type de bougie, et c'était là-dessus qu'il fallait partir. Par exemple, aujourd'hui, j'ai écrit un article sur l'USD CAD, on avait suivi cet actif ensemble depuis quelques semaines, ça fait quelques semaines que je vous dis que la zone des 1,25, 1,27, c'est une zone de support sur lesquelles j'attends un rebond des cours, on attendait la divergence haussière, elle est apparue la semaine dernière, on attendait un price action, on a eu une belle avalante haussière, en fait une structure en harami haussier avec avalante haussière et ce que j'appelle un Fed, c'est-à-dire feinte d'une cassure du support 1,25 et après donc un marché très directionnel. Vous voyez, ça c'est vraiment le genre de price action qu'on recherche quand on est sur une zone, j'ai envie de dire, sur laquelle on s'attend à un rebond des cours. Voilà. Donc oui, Roland, bah écoute, c'est parfait. Encore une fois, je vous apporte mes éléments en toute humilité, en toute modestie. Je tiens à dire que personne sur Terre n'a 100% raison. D'accord. Le plus important, au-delà d'avoir raison ou pas dans l'analyse, parce qu'une analyse reste une analyse, elle a des objectifs elle a des éléments objectif, parce qu'il faut être le plus objectif possible quand vous faites une analyse, d'accord? Et si vous ne l'êtes pas, il faut le dire. Et dans mes analyses, je dis quand quelque chose me semble objectif ou subjectif. Je pense que c'est important d'être honnête par rapport à ça. Il arrive de temps en temps dans les canaux de régression, j'ai une ligne médiane qui n'est pas propre. Bon, bah dans ce cas-là, ça reste un canal possible, mais il n'est pas sans subjectivité. Et c'est important de le reconnaître parce que ça veut dire qu'il apporte une zone de support, mais somme toute relative, c'est-à-dire qu'elle a une marge d'erreur. Donc ça, c'est important d'avoir cette honnêteté intellectuelle. Je le dis pour moi, mais c'est important pour vous hein, que je dis ça. C'est important d'avoir cette honnêteté, de vous dire quand vous faites une analyse, est-ce que chaque élément que j'ai posé me paraît tout à fait objectif, c'est-à-dire correspond à vos règles d'or. Et si ce n'est pas le cas, eh bien notez-le dans votre journal de trading, notez-le quelque part dans votre analyse que du coup cet élément a un degré de fiabilité moindre. D'accord? Ça veut dire qu'il est quand même là, il a sa pertinence, mais il a de par sa subjectivité, il inclut donc une marge d'erreur importante et que donc c'est donc pas un élément qui vient c'est un élément qui vient en renfort, mais pas avec une force très importante. Voilà, ça que je veux dire. Donc c'est ce que je veux vraiment vous donner comme élément, c'est que bon, quand on fait une analyse, il faut pouvoir faire ressortir des éléments le plus objectifs possible qui vont dans le sens de votre analyse, mais également les éléments qui vont contre votre analyse. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais une situation parfaite. Vous aurez des éléments, surtout quand vous faites de l'analyse dans plusieurs unités de temps, et qu'il faut faire converger ces unités de temps ensemble. Un exemple tout bête, hein, mais si vous avez un biais aussi très fort en unité court terme, alors que votre unité hebdomadaire est super baissière, bon, vous voyez, vous avez quand même ici deux informations contradictoires. D'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'on n'est pas haussier, mais ça veut dire quand même que la tendance de fond est baissière, qu'il y a quand même des choses à prendre en compte par rapport à ça, ne serait-ce que par exemple le niveau d'exposition, puisqu'on est contre-tendance. Vous voyez? Donc on a des éléments qui vont dans le sens de votre biais, des éléments qui peuvent être contre votre biais, et il faut peser le tout et sortir finalement, j'ai envie de dire, une forme de note, d'accord? Si vous arrivez à faire ça, à donner une position, une note de 1 à 10, franchement c'est très très dur, parce que ça prend en compte énormément de paramètres et que c'est pas du tout évident. Il y a forcément un peu d'expérience qui doit jouer dans tout ça, mais il faudrait presque réagir comme ça, c'est-à-dire peser mathématiquement, voilà, j'ai 4 éléments qui vont pour un rebond, j'ai 2 éléments qui vont contre un rebond, qui peuvent transpercer le support, mais
une pondération moyenne, 3 éléments qui vont dans le sens du rebond, un subjectif. Le tout fait que, vous voyez, on a quand même une meilleure probabilité de rebond que de voir le support transpercé. Ok, bon bah du coup ça veut dire que vous pouvez quand même aller relativement en confiance sur ce genre de position. Vous attendez éventuellement un price action pour vous donner un stop serré et clair, et puis vous y allez. Mais si par contre tous vos éléments sont subjectifs et puis que c'est pas si clair que ça, eh bien le fait de tout noter, le fait de se forcer quelque part à mettre une note, vous allez voir que vous allez élaguer beaucoup de situations que vous auriez tradé plus par instinct que par, j'ai envie de dire, que par rationalité, et que ça va éliminer beaucoup de déchets dans votre trading. D'accord? Donc voilà, essayez de raisonner de façon cartésienne, j'ai envie de dire, rationnelle. Pesez vos éléments. Sont-ils objectifs? Sont-ils subjectifs? Quels sont les éléments qui vont dans le sens de mon analyse, de mon biais, les éléments qui peuvent être contre votre biais? Et en fonction de tout ça, essayez de mettre une note quelque part, et en fonction de la qualité de la note, vous allez mettre plus ou moins en termes de taille de position. D'accord? Donc ça, c'est vraiment de la théorie pure et dure. On est bien d'accord que en pratique, c'est pas sans challenge et c'est pas sans difficulté, et qu'il faut beaucoup de temps avant d'arriver à rationaliser tout ça. Nous sommes bien d'accord. Si vous débutez dans le trading, ce que je vous dis là vous paraît certainement de bon sens, mais avant de le mettre en pratique, il va se passer du temps, d'où le panneau d'avertissement en entrée de webinaire. Attention, c'est un marché, le marché du trading, de l'investissement, c'est pas évident, et ça nécessite de l'expérience pour justement devenir avec le temps le plus objectif possible, et surtout avoir tout le temps la présence d'esprit de ne pas s'enfermer dans des biais. D'accord? Et donc savoir se remettre en question. C'est pour ça que je vous le dis, ça fait maintenant 5 ans, plus de 5 ans que je suis sur les marchés. Je reste humble devant les marchés. Le plus important pour moi, c'est alors, à propos de la méthode, donc visiteur, est-ce que j'ai déjà enregistré une émission dédiée aux bases? Alors, il faudrait regarder les historiques d'LIFX. J'ai fait des émissions, oui, sur les canaux de régression. J'espère pouvoir travailler cet été sur un set de vidéos qui vont partir des bases et qui vont donner tout en fait, tous les éléments de façon extrêmement bien construite, tous les éléments qui concernent donc ma méthodologie d'analyse et de trading. D'accord? Donc ça va être un package, l'idée c'est d'arriver à une vingtaine d'heures, au moins entre 10 et, on va dire, entre 10 et 20 heures, peut-être 15 heures, et éventuellement de voir comment je lancerai ça en partenariat avec FXCM. D'accord? Alors, bonjour Marie-France, bonjour jeune homme. Ben, écoute, merci, je suis pas si jeune que ça, mais, mais je le prends quand même comme un compliment, peut-être la voix. En tout cas, merci. Bon là, le graphe que vous voyez, c'est l'euro USD. On va se lancer maintenant. Voilà, je voulais faire une toute petite introduction. Je vous ai parlé des risques. Je vous ai parlé de quelques petits éléments relatifs à l'approche que vous devez avoir. Là, je vous ai pas parlé forcément de mon approche à moi dans le détail, mais de la démarche intellectuelle que vous devez avoir par rapport à vos analyses et votre trading. D'accord? Mais l'idée, c'est de toute façon de pouvoir répondre aux questions, à quel prix je veux entrer, quand est-ce que je veux rentrer, pourquoi je veux rentrer, et combien je dois mettre dans cette position. D'accord? Et après le comment, c'est quel stop, etc. D'accord? Mais ça, c'est vraiment les 5 questions, il n'y en a pas plus. Et vous allez voir que pour répondre à des questions qui sont très claires, c'est où, quand, comment, combien, il vous faut des éléments également très clairs. D'accord? Et si c'est pas le cas, eh bien c'est que votre position n'était pas mûre pour être tradée. Ok. Merci beaucoup Marie-France. Alors je continue. On va attaquer ensemble le Forex. Bon, on va regarder plusieurs actifs. On a 45 minutes devant nous. L'euro USD, où en est-on? Alors, est-ce que l'euro USD, voilà, on est effectivement, on a tapé les 1,15. Je reprends donc en début de ce webinaire les vues moyen terme, d'accord? Parce que ça fait quelques temps que j'en ai pas parlé, puis après on replongera dans les vues journalières. La vue moyen terme,
montrer un canal de régression baissier tout à fait clair avec une borne supérieure et une borne inférieure, somme toute bien parallèles. Ok, bon, c'est un angle de marché qui se retrouve à plusieurs endroits dans le passé. Allez savoir pourquoi, c'est comme ça. Peut-être qu'il y a des algorithmes qui sont faits au niveau des grandes, des grands, on va dire des grosses mains, et que donc derrière ça régit en fait des algorithmes de positionnement étalés dans le temps. Peu importe, j'ai envie de dire l'interprétation qu'on peut avoir des canaux de régression dans le temps au niveau des différents actifs. La seule vérité qu'il faut retenir, c'est que ces canaux de régression sont bien réels et existent de tout temps, d'accord, et que peu importe pourquoi c'est comme ça, ce qui est important, c'est que ça nous aide pour notre trading. C'est la seule chose qui est réellement importante à notre niveau, nous en tant que particuliers. Encore une fois, restons humbles et modestes. Pourquoi les niveaux Fibonacci fonctionnent? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'ils fonctionnent. D'accord, pour les avoir constatés, évidemment lus dans de nombreux ouvrages et constatés au travers de mes dizaines de milliers d'heures d'observation sur les actifs, et je vous mens pas, eh bien ce sont des choses qui font partie de l'ADN des marchés financiers. Et pourquoi c'est comme ça, j'ai envie de dire, c'est pas le problème. Voilà, la vérité c'est que les cours se trouve toujours dans des canaux. Le marché a besoin à un moment donné d'osciller à l'intérieur d'un canal, et que pour nous le plus important c'est que ça va nous apporter des éléments de timing, d'accord. Dans un canal baissier, le meilleur timing, c'est, je vous l'apprends pas, c'est de vendre, puisqu'on est baissier dans un canal baissier, c'est de vendre quand on est en haut du canal, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est là où on a toute l'amplitude à prendre. Okay, c'est la raison pour laquelle, quand on était arrivé sur les 1,05, c'était devenu très difficile de vendre l'euro à ces niveaux-là. Il fallait un retracement. Donc ce retracement est en cours. On sait que c'est une latéralisation qui a cours depuis maintenant mars 2015. D'accord, donc ça fait quand même un sacré moment que l'euro latéralise. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé finalement un support sur les 1,05 qui était le bas de ce canal. Bon, ça correspondait aussi à des, on va dire, des zones de support chartiste de moyen terme, hein, d'accord. On reconnaît ici notre niveau des 1,08, 1,07, mais d'après donc le décompte, ça vous le savez. Eh bien, bonjour donc Hoffman. Monsieur Hoffman, Fibonacci, visiteur, loi de la nature, peu importe, j'ai envie de dire, c'est vrai que les nombres d'or, il y aurait toute une théorie là-dessus, mais moi je m'intéresse pas à ça, honnêtement. C'est vrai que les valeurs relatives en fait à la série Fibonacci, ce sont des choses qui se retrouvent dans la nature. Bon, mais vous trouverez pour le coup, lisez les livres qui sont en relation avec ça. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est pas utile pour trader cette théorie-là, d'accord. Ce qui est utile pour trader, c'est qu'effectivement ces niveaux donnent des niveaux de support et de résistance. Ça reste que des niveaux de support et de résistance. Si le marché veut à un moment donné la franchir, eh bien le marché le franchira, d'accord. C'est bien ce qu'il faut retenir, ok. Mais c'est un élément qui amène donc quelque chose, ce que j'appelle, moi dans mon jargon, une contrainte. D'accord. C'est une contrainte qui va à un moment donné peser un instant T sur le marché. Si cette contrainte est confirmée par d'autres éléments techniques qui viennent au même moment, donc là on parle de timing, également en contrainte, c'est-à-dire en support ou en résistance en fonction de la direction du cours, vous avez ce que j'appelle, moi dans mon vocabulaire, un cluster, c'est-à-dire une confluence d'éléments techniques de même nature, donc nature de résistance ou nature de support, qui arrivent au même moment. Et donc plus vous avez d'éléments qui viennent à un même moment réagir, entrer en résonance, plus cette contrainte sera forte. Et donc, en termes de trading, ça veut dire qu'on s'attend à un rebond. D'accord. Et franchement, c'est ce qui est le plus important, d'accord, parce qu'on peut se planter d'un point de vue analyse si on ne s'est pas planté sur le point d'entrée. Voyez par exemple le Bund, je vous ai fait un article qui était, pour le coup, je vous ai vraiment décrypté un trade sur le Bund de A à Z. Bon, je l'avais fait aussi sur le pétrole, hein, je vous donne vous avez vu la façon dont j'aborde le trading est tout le temps la même,
D'accord, j'essaye de timer mes points d'entrée par rapport à des hautes fourchettes, des hauts canaux, etc. Et ensuite, j'ai des TP intermédiaires en fonction des contraintes que je vois, et j'essaye rapidement de positionner en fait un stop au point d'entrée de façon à neutraliser tout risque. Ok, encore une fois, l'idée c'est de protéger le capital. Vraiment, c'est le plus important. Et une fois qu'on a neutralisé notre risque, on est du coup plus enclin à laisser dérouler notre trade jusqu'à objectif. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre des TP intermédiaires, mais ça veut dire qu'on va rester ambitieux sur l'objectif. D'accord? Alors, oui, Yuli, on va évidemment parler du DAX. Donc j'y viendrai. Là, pour le moment, je reviens un petit peu sur les éléments. Donc, le plus important, c'est le point d'entrée. Vous pouvez vous planter dans votre analyse, c'est-à-dire que finalement les cours vont pas dans votre sens, mais si vous ne vous êtes pas planté sur le point d'entrée, c'est-à-dire que si vous avez bien perçu que sur ce point-là, il y avait pas mal de choses en faveur d'un rebond, eh bien ça veut dire que vous allez pouvoir vous mettre stop 0 rapidement. Ça veut dire que ce rebond, si ce travail de cluster, d'études de cluster, c'est vraiment quelque chose d'important, a été bien fait, vous allez avoir quand même un rebond sur votre zone qui va vous permettre de neutraliser votre risque. Et après, au marché de décider si ce rebond doit être finalement à l'image de ce que vous en attendiez ou finalement non, et qu'à ce moment-là, le marché revient tester le support et finalement l'enfonce. D'accord? Mais si vous avez fait votre travail d'analyse des contraintes, vous devriez pouvoir déterminer des zones stratégiques de rebond, et c'est pour moi le plus important, puisque c'est ce qui va vous permettre réellement de trader, et de trader, j'ai envie de dire, de façon sereine. D'accord? Alors, c'est pas évident, mais c'est tout l'enjeu des webinaires que je fais pour vous et des articles que je produis sur DailyFix, où vous allez trouver une quantité d'exemples qui justement illustrent cette approche. D'accord? Après, encore une fois, hein, que vous ayez raison ou tort d'un point de vue analytique, si le marché a commencé à partir, vous ne pouvez plus perdre. Et c'est vraiment le plus important. D'accord? Alors, oui, comme tu dis, N12, de toute façon, la façon dont il faut aborder le trading, c'est démarrer de toute façon avec un stop. Quand vous entrez en position, il n'y a pas j'entre en position et puis j'ai un stop mental. D'accord? Quand vous entrez en position, c'est que vous êtes à même de déterminer un stop logique. Je vais l'illustrer après avec quelques exemples. Un stop logique qui vous permet de calculer ce que j'appelle votre risque et ce que vous pouvez espérer gagner par rapport au risque que vous avez décidé de prendre sur une position. C'est fondamental, puisque là on parle de money management. Si par exemple vous avez une position, vous voyez par exemple ici on était sur l'euro, franchement c'était très difficile ici de l'acheter, l'euro. On était dans une tendance super baissière, d'accord. On s'attendait, là je parle dans cette unité de temps, d'accord. Vous êtes ici, le marché est là, ok, bon. On sait qu'on arrive sur une oblique de report, un bas de canal, donc on ne veut plus vendre. On ne veut plus vendre, parce qu'ici, on s'attend à un rebond. Mais entrer cash sur la zone des 1,5, ma foi, c'est pas évident, parce que le marché, il aurait très bien pu ici finalement coulisser, et puis coulisser le long. Vous voyez, quand on a un canal baissier, eh bien, il y a du jeu encore pour le marché descendre plus bas. Il suffit qu'il coulisse sur le bas du canal. Donc c'est pas évident, d'accord? Par contre, quand le marché a fait une première réaction haussière et qu'il est revenu tester donc cette zone des 1,5, bon bah ma foi, là vous aviez déjà un dernier bas. Donc ici vous auriez pu entrer avec un stop très serré sur le dernier bas. Parce que le marché a montré que sur cette zone, il y avait une présence d'acheteurs. D'accord? Donc ces acheteurs vont certainement se remanifester si le cours revient tester la zone. C'est ce qui s'est passé. Mais la première fois que le marché est venu tester les 1,5, ma foi, quel stop mettre? Pas évident. Quand on regarde dans le passé, c'est pas évident ici de trouver des zones de support claires. Franchement, bon, il y avait bien ici quelque chose. Peut-être là, vous voyez, après on est sur des niveaux Fibo. D'accord? Donc, pas évident. Là, par contre, vous voyez, ici, je serais, c'est pour ça que je mets ici un rectangle vert,
j'ai exactement ce qu'on appelle un cluster. Alors un cluster, c'est quoi? Bon, c'est en fait une convergence de différents éléments techniques qui viendraient en support, d'accord, ou en résistance. Là, vous voyez, j'ai plusieurs niveaux d'expansion et des niveaux de retracement clés qui viennent tous à peu près dans cette zone-là, en plus du canal baissier, du bas du canal baissier qui est donc matérialisé par cette oblique baissière ici. Donc c'est vrai que si le marché revient tester cette zone-là, je serais vraiment très intéressé pour rechercher un achat. J'ai bien dit rechercher un achat. C'est-à-dire que j'attendrai une réaction, un double bottom, quelque chose qui me permet d'avoir un stop et donc derrière des objectifs. D'accord? Qui me permettront d'avoir un risque-reward. C'est-à-dire un point d'entrée plus un stop me permet de calculer le risque et l'objectif par rapport à votre point d'entrée vous permet de calculer le reward. Donc vous allez comparer le risque que vous prenez avec le reward et si ce rapport est supérieur à 1 pour 3 ou 1 pour 2, vous êtes bon, vous pouvez entrer dans le trade. D'accord? Encore une fois, tout doit être cartésien et rationnel quand vous tradez. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là, je vous répondais à la question du comment. Et la question du comment doit trouver des réponses, objectifs et des règles d'or que jamais vous n'enfreindrez. D'accord? Si vous avez décidé, après ce sont vos règles à vous. D'accord? Moi, j'ai pas de conseils à vous donner sur vos règles de trading. Ce sont des règles qui sont discrétionnaires. Ce sont vos règles à vous de voir ce qui convient le mieux à votre psychologie de trading, à votre façon de voir le marché. Mais vous devez avoir des règles d'or, et ces règles d'or, vous ne pourrez pas les enfreindre. Une fois que vous les avez fixées, ne les enfreignez plus. Si vous avez par exemple fixé, je n'entre pas dans un trade qui me donne un risque-reward inférieur à 1 pour 3, bah si à un moment donné vous êtes à 1 pour 2.7, vous n'entrez pas, vous respectez vos règles d'or. D'accord? Alors, question de Alain34. Mes analyses font-elles souvent weekly daily pour des trades swing? Alors, les trades swing, pour moi, ce sont des trades dont l'unité de travail est le daily. Ça veut dire que c'est l'unité dans laquelle je vais chercher à me positionner, mais je peux descendre en unité H4 pour préciser mon point d'entrée. D'accord? En supposant, je vais venir après sur, je donnerai un exemple sur l'USD-CAD. Après, je donnerai un exemple sur les SD4 pour illustrer ça. Mais grosso modo, le swing, c'est que je veux prendre une entrée sur la base d'une unité journalière que je vais préciser en H4 pour avoir un stop le plus petit, le plus précis possible. Et j'ai une unité stratégique qui est l'hebdomadaire. Je travaille toujours avec 3 unités de temps. L'unité de travail, c'est celle qui va me donner finalement ce que je cherche à faire. L'unité hebdomadaire, c'est l'unité stratégique. Elle me permet d'avoir les éléments, on va dire, stratégiques de fond. Est-ce que je suis dedans? Est-ce que je veux prendre un trade contre tendance, dans la tendance? Est-ce que mon unité stratégique me donne des contraintes fortes qui me foutraient en l'air en fait toute prise de décision journalière parce qu'elle me montre une zone trop complexe? D'accord? Ça a été le cas par exemple sur la UD-USD il n'y a pas très très longtemps et ça a donné une latéralisation aussi importante avant qu'il décolle ces dernières semaines. Et l'unité, ce que j'appelle tactique, c'est l'unité sous-jacente qui va nous permettre vraiment de préciser notre point d'entrée, notre stop, de façon à être, j'ai envie de dire, au millimètre près. D'accord? Donc pour le reward, on va prendre un exemple concret. Vous savez ce qu'on va faire? Bon, et puis après je vais faire un point marché un peu plus classique. Je vais tout de suite vous parler de l'USD-CAD. Et je vais étayer ça avec l'USD-CAD. D'accord? Ce sera plus simple. Donc on va prendre une vue court terme journalière. Je prends mon écran. Alors, j'essaye de le prendre. Ok, le voilà. Non, alors ce n'est pas ça. Pourquoi j'arrive pas à le prendre? Excusez-moi. Petite manipulation. Voilà, ça y est, je l'affiche parce que j'ai plusieurs écrans et j'ai du mal en fait à récupérer ma fenêtre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le minimiser. Voilà, ça y est.
j'arrivais pas à prendre le bord de fenêtre. Voilà, c'est fait. Alors, on va parler de l'USD-CAD. D'accord? Vous vous souvenez, l'USD-CAD, c'est mon article d'aujourd'hui. Ok, donc pour le coup, vous avez les liens sur les historiques. Vous pourrez comprendre pourquoi j'attendais un rebond sur l'USD-CAD depuis quelques temps sur la base de l'unité journalière. En fait, vous voyez ici, je suis en unité journalière. D'accord? On a un joli canal haussier de régression haussière que je vais vous mettre comme ceci. Voilà. Bon, et qu'on pourra mieux voir après sur la vue hebdomadaire. Je vais le mettre en vue hebdomadaire, ça sera quand même plus simple. Alors, l'USD-CAD, voilà, on est ici. Ok, bon, on a potentiellement un canal de régression haussier. On a ici une oblique importante. Vous voyez, c'est bon, ma fameuse technique des canaux de régression. Au départ, on a une fourchette d'Andrews. Cette fourchette d'Andrews est objective au départ puisqu'on a 3 points bas et bas qui sont absolument rationnels puisque ce sont des hauts et des bas de marché respectifs. Cette fourchette d'Andrews, on va l'ajuster par rapport à la réalité du marché, c'est-à-dire que ici on voit qu'elle a fait l'objet d'un excès baissier, donc je vais simplement ajuster cette fourchette pour tenir compte de cette réalité, et on voit très bien que c'est sur le haut de ce canal de régression nouvellement formé que le marché a trouvé son point haut. Ce point haut convergeait avec un niveau Fibonacci clé relatif à ce double bottom, et c'est la raison pour laquelle sur les 1,45 1,46 j'étais vendeur. D'accord, je vous demande de regarder tous les historiques pour comprendre ce qui s'est passé sur ces niveaux-là. J'avais exactement expliqué la raison de mon biais baissier sur ces niveaux. Maintenant, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché est venu rechercher la ligne médiane par action-réaction. Et donc, je vous avais indiqué, attention, la zone des 1,25, 1,26,50, c'est une zone susceptible de faire rebondir les cours. D'accord? C'est une zone à laquelle correspond également un niveau de retracement que sont les 38,2. Donc nous avons un niveau de retracement, c'est un support. C'est également un support chartiste. On voit ici, c'était une ancienne résistance qui se polarise en support. Et c'est également un report d'oblique, voyez, sur la partie supérieure, sur la partie inférieure. Encore une fois, ces éléments valent ce qu'ils valent, mais ils sont objectifs. Ok, puisqu'ils utilisent tout le temps les mêmes règles. Les niveaux de retracement, je prends bien le point le plus bas avec le point le plus haut. Nous sommes sur les 38,2. On sait que c'est un niveau de retracement important, comme le niveau de retracement des 50% et des 61,8 que j'utilise toujours sur mes graphes. On connaît l'importance des reports d'obliques pour essayer de détecter les canaux de régression. Et on sait l'importance aussi des lignes médianes qui va attirer les cours quand le marché à tester un sommet de canal, mais qui ensuite officie en tant que support. D'accord? Donc tous ces éléments-là viennent s'ajouter. Ils ont chacun une force, j'ai envie de dire, faible, mais ajoutés les uns avec les autres, ça devient des éléments finalement en confluence de plus en plus forts. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle j'avais dit, attention, les 1,25, 1,26, 1,27, c'est une zone, dans cette unité de temps qu'est le mensuel, qui est une zone possiblement de rebond. Donc de toute façon, c'est une zone sur laquelle on ne cherchera plus à vendre. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a tous ces éléments techniques, on ne cherche pas à vendre en fait un support. Pour vendre en fait ici, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que le marché casse, tout simplement. Il casse cette oblique, il casse le support et qu'il vienne rechercher, voyez, ce que j'appelle donc un pullback, qui viennent retester cette ancienne zone de support. Et là, oui, je short. Vous voyez, je ne shorte pas quand le cours arrive sur un support. C'est plus le moment, le timing est plus bon. On short des hauts, on vend des hauts de canaux. Le timing, c'est vendre des points hauts et acheter des points bas, et pas le contraire. Ici, on a eu une belle dépréciation de l'USD-CAD, on est arrivé sur une zone de support, on ne cherche plus à vendre. Mais si nous, on se dit on ne cherche plus à vendre, avec ces éléments qui sont objectifs, eh bien c'est que le marché est en train de prendre des bénéfices. Donc peut-être que dans des unités de temps inférieures, il est intéressant d'acheter. D'accord? Ça veut dire quoi stratégiquement? Ça veut dire que stratégiquement, sur l'USD-CAD, on reste baissier. D'accord?
dans l'unité mensuelle, je ne vais pas chercher à acheter dans l'unité de temps mensuelle. Ici, ce que je voudrais maintenant, c'est que les cours rebondissent, aillent rechercher, voyez, la ligne médiane de ce canal de régression, et après on va illustrer les problématiques de risque et reward. Juste pour expliquer le contexte de fond, là je vous explique ma vue stratégique. D'accord? Ce qu'on cherche à faire d'une manière stratégique. Et après, en journalier, ce qu'on peut faire tactiquement. D'accord? Stratégiquement, ici, ma foi, on ne peut plus vendre. Donc tactiquement, on peut rechercher des achats dans des unités de temps inférieures, mais pas dans celle-ci, parce que là, on peut quand même tout casser. On n'en sait rien. Il faudrait voir dans le détail ce qui se passe à l'intérieur de cette zone-ci. C'est quoi cette bougie bleue? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc là, on est sur support. Pour maintenant vendre, il faudrait casser toute cette zone-là et que le marché vienne rechercher en pullback. Et si c'était le cas, eh bien, on se retrouvera sous résistance, puisque tous ces éléments maintenant là, qui étaient anciennement des supports, vont se polariser en résistance. Et ma foi, une résistance, ça se vend. Un support, ça s'achète. Une résistance, ça se vend. Mais là, ça se vendrait confortablement parce que nous serions dans le sens de la tendance. Alors qu'ici, c'est un support qu'on achète, mais avec une tendance quand même depuis début 2016 qui est fortement baissière. Donc c'est un achat possible en journalier, mais spéculatif. Alors que si nous cassons ces supports et qu'on vient rechercher ensuite tout ça en pullback, c'est finalement vendre une résistance dans le sens de la tendance, et donc là c'est plus du tout spéculatif. Donc si je devais finalement donner deux scénarios, c'est premier scénario, on retrace et là je recherche une vente ici sous cette résistance qui est là. Vous voyez ici on a eu un pic, c'est un niveau Fibo, c'est la ligne médiane de ce canal de régression, donc cette zone-ci ça va être un peu compliqué, mais c'est une zone qui m'intéresserait pour reshorter dans le sens de cette tendance. Donc c'est une zone intéressante. Sinon pour reshorter il faut que ça casse et qu'on revienne en pullback. D'accord? Je ne dis pas que dans les deux cas de figure on va trouver des stops simples. Je vous explique la mécanique, c'est quoi l'idée? D'accord? C'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? D'accord? Et après, c'est répondre à la problématique du quoi. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On aura déterminé des niveaux de prix, on aura déterminé des niveaux de timing, d'accord? Mais après, il restera le comment, et le comment, c'est trouver des stops, et puis se donner des objectifs, et donc calculer un rendement risque. Ok? Voilà. Donc là, je vous explique un petit peu comment on procède, d'accord? Pour que vous ayez une meilleure idée de ce qu'est le trading par rapport à ce que sont les analyses. D'accord? Les analyses viennent en soutien du trading, mais le trading c'est différent d'analyser. On peut se planter dans l'analyse et avoir raison en termes de trading, aussi étrangement que ça puisse paraître. Mais vous voyez, dans le Bund, je me suis planté dans l'analyse. Pour moi, je pensais que les cours allaient être beaucoup plus baissiers. Ça n'a pas été le cas, mais parce que notre point d'entrée, parce qu'on avait bien déterminé notre travail au niveau des contraintes, le marché s'est très vite éloigné de notre point d'entrée, on a pu prendre des bénéfices et puis on s'est fait stopper sur des soldes. C'est pas grave, on s'est fait stopper sur des stops qu'on avait baissés et donc tout a été gagnant. Pourtant, on s'était planté dans l'analyse. C'est pour ça que trader n'est pas analysé. Mais l'analyse est essentielle pour pouvoir trader. Il faut quand même se donner des biais. Ok? Voilà. Après, vous pouvez avoir raison d'un point de vue analyse et perdre votre trade. Si ça arrive, c'est que vous aviez mal situé votre stop. C'est que vous êtes entré trop précocement. D'accord? C'est pour ça que le trading, ce n'est pas facile. D'accord? Ça nécessite de bien comprendre quels sont les éléments qui vont vous permettre de voir que là, effectivement, il y a des acheteurs qui se sont manifestés sur votre zone. C'est l'étude du price action. D'accord? Donc, j'ai donné un exemple sur l'USD CAD, sur l'article d'aujourd'hui. On va le regarder ensemble et on va regarder quels sont les plans et ce qu'on pourrait faire en termes de money management. Ok? Donc, là, j'ai posé les bases, j'ai posé les briques. Nous sommes en mensuel sur une zone de support susceptible de faire rebondir les cours, mais je pense pour refaire baisser l'USD4 derrière. En attendant, on est sur une zone de support. Est-ce que c'est exploitable? Voyons ensemble la vue journalière. Alors sur la vue journée, donc je switch. Donc voilà, vue journée, je vais agrandir pour que ce soit plus clair. Hop, j'ai agrandi. Nous y sommes. En vue journée, on avait, donc il y avait deux approches. Je vais enlever ça, je vais nettoyer un peu le graphe pour que ce soit
pour que ce soit plus propre. Voilà, on y est. Donc, on retrouve notre zone, d'accord? La zone des 1,25, 1,27. Ok, vous voyez, on retrouve bas de canal. Là, j'ai mis une fourchette, hein, mais c'était les obliques noirs qu'on voyait en vue mensuelle. Donc, on était arrivé sur la partie basse et nous étions à l'intérieur d'un canal de régression baissier, ok, pour lesquels j'avais fait les décomptes. Bon, si vous débutez, peu importe les numéros que je mets, c'est pas votre portée. Je vous demande de juste essayer de comprendre comment ça fonctionne. D'accord. On avait donc un certain nombre de vagues que j'ai pu déterminer en 5 temps. Donc c'est la première vague d'un retracement qu'on attend en 3 temps. Donc première vague baissière, on s'attend à une vague haussière, et puis derrière, troisième vague baissière. Ok, deuxième vague baissière, pardon. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, on est en train de retracer ce mouvement baissier. La question, c'est est-ce qu'on pouvait le trader et quel risque-reward ça nous apportait. Ok, alors à ça, je vais vous apporter différents éléments. La première chose, c'est quel est l'objectif. Si vous ne pouvez pas déterminer un objectif de prix, vous ne pouvez pas trader. D'accord? C'est simple. Si vous ne pouvez pas déterminer un objectif de prix, vous ne pouvez pas trader. Ok. Alors ici, est-ce que votre analyse vous fait ressortir, ma foi, une zone surpuissante avec un USD CAD qui va faire des nouveaux plus hauts et notamment battre les 1,46? Bon, c'est pas le sens de notre analyse. Mais si c'était le cas, bah vous auriez, j'ai envie de dire, un retour sur les plus hauts qui va forcément faire résistance comme objectif. Donc vous auriez eu au moins un objectif. D'accord. Après, raisonnablement, vous auriez pu vous dire, bon, ma foi, comme l'incertitude est constante sur les marchés financiers, on va se prendre un objectif intermédiaire qui correspond à 50% de retracement de tout ce mouvement de baisse. C'est pas idiot, parce que ces 50% de retracement font toujours office de résistance. Donc mettre un TP à ce niveau-là, une zone de take profit, ça a du sens. D'accord? Pas de problème. Bon, c'est l'idée. Ok? En tout cas, c'est un élément qui vient en contrainte. D'accord? Donc tout ce qui vient en contrainte, c'est-à-dire qui vient contrarier la direction de votre trade, eh bien peut faire l'objet de prise de bénéfice. Là, vous commencez mieux à comprendre la logique. D'accord? Comment l'analyse commence à s'encastrer avec les problématiques de trade. Tout ce qui vient techniquement, potentiellement contrarier le sens de votre trade peut simplement faire l'objet de prise de bénéfice intermédiaire. Vous allez solder des petites parties à chaque fois de votre position. Ça vous permet de mieux gérer votre risque. D'accord? Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est une façon raisonnable de le faire. D'accord? Au moins, elle a ses arguments. Alors si à un moment donné vous avez une contrainte qui est... D'ailleurs, prenons un exemple, j'ai envie de dire... prenons un exemple volontairement extrémiste. Si vous avez à un moment donné vu une position, vous avez une zone vraiment de rebond extrêmement forte, mais sans pipe au-dessus, vous avez un truc, c'est terrible comme résistance. Un truc mensuel, vous avez une oblique qui passe par là, une moyenne mobile si vous travaillez avec vos moyennes mobiles, je sais pas, 100 jours, peu importe, moi je travaille pas avec les moyennes mobiles, mais pourquoi pas, vous voyez, un haut de bande de Bollinger, vous avez je ne sais pas quels indicateurs qui vous dit que là, vous avez tellement de trucs que c'est une résistance énorme. Bah, il serait sage de prendre une grosse partie de votre position, peut-être d'encaisser 100%, vous voyez. Donc en étant volontairement, j'ai envie de dire extrême, vous voyez bien que plus un élément vient en contrainte, j'ai envie de dire en termes de force, plus votre prise de bénéfice doit être importante. Alors ça ne veut pas dire que vous allez tout encaisser, vous allez laisser un solde, mais vous allez peut-être prendre 80% parce que la zone est très fortement résistante et que vous ne savez pas si le marché va la franchir. D'accord? Eh bien, c'est vrai aussi pour des petites résistances intermédiaires. Même si elles n'ont pas une force importante, elles peuvent venir contrarier votre cours. Donc prendre des bénéfices à ce niveau-là, c'est pas mal. Et c'est pas mal pourquoi? Regardez, je vais vous donner un exemple ici. Vous voyez, là, donc sur ce trade, l'idée c'est quoi? On va regarder après quelle était l'entrée, tout ça, hein, quelle est l'entrée, le stop, on va regarder tout ça ensemble. Mais en supposant que vous avez bien senti le truc, vous êtes entré quelque part là-dedans. D'accord? Le premier objectif que moi je vais me donner, c'est, d'ailleurs ça va être un gros objectif, c'est un retour des prix vers la ligne médiane de mon canal de régression.
D'accord? Si je reprends ce canal de régression qui est ici, vous voyez, la ligne médiane, quand on a un canal de régression potentielle, la ligne médiane va attirer les prix. D'accord? Donc c'est une zone d'objectif, puisqu'elle est censée faire un travail d'attraction. D'accord? Donc c'est une zone d'objectif sérieuse. D'accord? C'est le fameux principe d'action-réaction que je décris tout le temps dans mes articles. Ok? Donc c'est l'objectif technique que je me donne final pour ce retracement. C'est-à-dire que je vais parier sur le fait, vous voyez, ici on voit les mèches sur cette oblique. Vous voyez les mèches ici, elle a fait son travail, ok, cette oblique dans le passé. Donc elle va de nouveau agir comme résistance, mais elle va aussi attirer les cours vers cet axe médian des prix. C'est la stratégie que j'aurai sur ce trade si l'idée était donc d'entrer à l'achat. Ok. Maintenant, on voit qu'on a ici une belle zone de résistance. Vous voyez, pour le coup, c'est difficile de ne pas la voir. Vous voyez, ce niveau des 1,30, c'est un chiffre rond, donc c'est un chiffre psychologique. Les chiffres ronds, c'est toujours des zones de résistance ou de support. Très très souvent. Allez savoir pourquoi. C'est juste parce que les gens, psychologiquement, se disent qu'effectivement ce sont des zones de prise de bénéfices et que par effet moutonnier, finalement, il y a plein de gens qui le font et donc les cours réagissent. Mais j'ai envie de dire, peu importe. L'important, c'est de savoir que ça réagit en tant que résistance. Et donc, puisque ça agit en tant que résistance, eh bien, ma foi, si vous aviez acheté dans cette zone-ci, c'est une zone de take profit. D'accord? Alors vous n'allez pas prendre, si vous avez un objectif beaucoup plus haut qui est de rechercher l'axe médian des prix, c'est-à-dire aller vers les 1,35, donc la fameuse oblique qui est ici, vous n'allez pas prendre 95%. Vous allez peut-être prendre, je sais pas, vous allez peut-être prendre 30% si vous êtes super haussier, super bullish. D'accord? Mais il faudra prendre. Et pourquoi vous pourrez le faire? Parce que si jamais vous avez pris 30% et que le marché retrace sur les 1,2866, c'est-à-dire il revient sur un niveau clé Fibo qui va agir en tant que support, et on voit ici également, vous voyez qu'ici c'est une zone que les cours ont travaillé, on a un support chartiste ici de court terme, vous voyez, les 1,2750 qui sont là. Eh bien, ce que vous avez gagné ici en termes de prise de bénéfice, vous pouvez les réinjecter ici. C'est le marché qui vous le paye. Vous voyez pourquoi c'est important stratégiquement de prendre des bénéfices de temps en temps sur un retour quand on a une résistance. C'est simplement parce que ce que vous avez gagné quand vous avez pris vos bénéfices ici, après ça vous donne de la flexibilité. Vous pouvez, avec ce que vous avez gagné, en remontant légèrement votre stop, finalement être en ce que j'appelle en risque zéro. Vous voyez, imaginons que vous êtes entré. Regardez, après je vais vous dire ce que moi j'aurais fait, puisque moi j'étais en vacances la semaine dernière, même si j'ai donné des articles tous les jours, ce sont des articles que j'avais anticipés, donc j'étais pas devant les marchés. Donc moi, en milieu de semaine dernière, je lui ai dit attention, on cherche une divergence haussière et là on faut être prêt à s'attendre à un mouvement haussier. Quand je suis revenu de vacances, le mouvement haussier était parti. D'accord, donc je ne l'ai pas tradé. Okay, mais je vais vous expliquer ce qu'on aurait pu faire, et je vous le dis vraiment sincèrement parce que ce sont des éléments que je fais ressortir sur mes analyses habituellement. J'en profite pour passer le bonjour à Brett Dany. Donc, en supposant que vous étiez entré par exemple, vous voyez, ici on avait quelques bougies d'indécision, ce que l'on appelle des doji, et puis on a une bougie qui casse tout ça, d'accord? On avait ici une petite ligne de résistance, et on se retrouve là en supposant que vous aviez décidé d'entrer ici, d'accord? Donc sur les 1,2630, ok? Résistance, là, vous avez décidé d'encaisser. Si par exemple vous avez encaissé 40% de votre position, en étant là-haut, et bien même maintenant si vous ne bougez plus votre stop, et bien vous ne pouvez plus perdre. Puisque on a fait, regardez, en termes de stop, vous étiez, admettons, à 150 pips de stop en étant entré ici, d'accord? Et le marché, il a fait combien? Il a fait 350. On a 150 d'un côté en risque, 350 de l'autre. Ok? Donc là, on était déjà un risque reward de 1 pour 2. Puisqu'on avait un risque de 150 pips et on a déjà encaissé, on a déjà valorisé sur cet actif 300 pips. 150 comparé à 300, on a bien un rapport de 1 d'un côté et de 2 de l'autre. D'accord? Donc, en étant entré là,
en étant ici, vous aviez déjà fait du 1 pour 2. Ma foi, c'est une prise de bénéfice logique. C'est déjà bien du 1 pour 2. Même si on est très ambitieux pour continuer d'aller plus haut, vous pouvez, en encaissant 40%, eh bien, vous avez non seulement vous avez neutralisé votre risque, mais même si vous faites stopper, vous sortirez avec un gain. D'accord? Puisque vous allez encaisser 40% de tout ça, alors que vous allez perdre le reste, 60% de votre trade initial, sur ça, mais sur une distance beaucoup plus courte. D'accord? Donc vous ne pouvez plus perdre. Vous voyez, c'est comme ça que vous vous en sortirez sur le long terme. C'est en vous posant des questions en termes de risque et de reward. D'accord? Les rewards sont dictés par les niveaux de résistance, les contraintes que vous voyez. D'accord? Le risque, c'est simplement la distance qui sépare votre point d'entrée par rapport à votre stop. Alors maintenant, pourquoi vous seriez rentré ici? Moi, je pense qu'ici, c'était pas forcément logique d'entrer là. D'accord? Il faut attendre une clôture. Alors, quels sont les éléments qui nous auraient permis d'entrer sur l'USD4? Donc là, maintenant, on va travailler ça au corps. Ok? Il nous faut un stop. Quand le marché est en train de développer ça, rien nous dit que finalement, vous voyez, en cours de journée, il ne descende pas et puis il aille franchir un plus bas. On n'en sait rien, il faut attendre une clôture. D'accord? Quand on parle d'action des prix, on parle sur bougie clôturée. Alors, quand on regarde ces bougies qui sont là, on avait quoi? On avait ici ce que j'appelle en fait une structure en Arami, c'est-à-dire on a une bougie dont le corps est totalement inclus dans la bougie précédente. C'est une bougie d'indécision, c'est-à-dire que le marché est en train de nous dire ici qu'il a potentiellement trouvé un support, mais peut-être va-t-il le casser. Tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il a trouvé un support, mais on ne sait pas encore ce que le marché compte faire sur ce support. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Le support a été cassé. Vous voyez, on a eu un prix qui est baissé, qui a cassé les 1,25, rejet des prix. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'action des prix? On avait des gens qui avaient positionné des stops sur ce niveau-là. D'accord? Des gens avaient positionné, en voyant cette bougie, ce que j'appelle une inside day, une bougie en fait, une inside day, quoi, une bougie à l'intérieur du corps de la bougie précédente. Des gens sont rentrés ici avec un stop sous le doji qui était là. Le marché les a stoppés et après il est reparti en pleine balle haussière, d'accord? Donc ce sont des feintes de marché en fait, qui sont vraiment, ça c'est vraiment des trucs de marché pur et dur. C'est-à-dire qu'on casse en fait tous ceux qui étaient positionnés à l'achat. Pourquoi ils font ça? Simplement parce que les gens, on va dire les opérateurs, ceux qui travaillent les niveaux, savent qu'on est arrivé sur des niveaux de support. D'accord? Le travail que je fais pour vous, je ne suis pas le seul à le faire. D'accord? J'ai pas la science infuse. Les outils que j'utilise, ce sont des gens que des grosses mains, des hedge funds utilisent. Okay? Donc cette zone de support, j'étais très loin d'être le seul à l'avoir vu, vous imaginez bien. D'accord? Mais il n'était pas évident d'entrer sur ce spot. Okay? Donc tous ceux qui sont entrés trop précocement se sont fait sortir par le marché. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, on sait que c'est une zone de support. Donc de toute façon, les sortir, ça permet déjà, d'entrer à meilleur prix, parce que quand ils se font stopper, ça veut dire que quelque part, leurs positions à l'achat se font stopper, donc les cours baissent. D'accord? Ça veut dire que financièrement, le prix va continuer de se dévaluer, puisqu'il y a des stops qui sautent. Donc mécaniquement, ça fait baisser un peu plus les cours. Donc ça va permettre aux opérateurs d'entrer à des niveaux un peu plus en dessous. Okay? Et puis tous ceux qui sont fait stopper, ils vont réentrer derrière. Et donc ils vont aider ceux qui se sont finalement rentrés sur cette manip-là à faire encore des plus-values. Donc il y a plein d'intérêts en fait pour les grosses mains à stopper des gens qui sont entrés trop précocement, parce que ça leur permet d'entrer à un meilleur prix et ensuite de les avoir de toute façon derrière pour refaire partir les cours encore plus haut. D'accord? Donc comment éviter de se faire sortir par ces pièges baissiers? Très bonne question de la part de visiteurs. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de faire. Attendre. Attendre. C'est pour ça que quand je vous dis, il nous faut des stops ou une action des prix claire. Alors, quelle était l'action des prix? Cette avalante haussière. Alors, ça veut dire que là, pour le coup, c'est pas super, parce que là, on en a une super d'avalante. Ça a été très bullish. Okay? Mais si on avait eu une avalante qui se serait arrêtée ici, vous voyez, je vais vous mettre un petit trait.
Donc c'est pour ça que on peut avoir raison d'un point de vue analyse, ça ne veut pas dire que c'est tradable. D'accord? À notre niveau, c'est pas toujours évident. Voyez? Alors peut-être qu'en H4 il y avait des choses à faire, on pourra aller voir en H4. Hein. Là je suis en journalier. En journalier, si la bougie s'était arrêtée ici, ma foi ça aurait été intéressant. Parce qu'on aurait eu notre avalante haussière, on aurait avalé 1, 2, 3, 4, 3 bougies, pardon. 1, 2 et 3. Donc si ça s'était clôturé là, on aurait eu en fait un Fed, donc une mèche basse, Arami haussier plus avalante haussière. Donc ça en termes de price action, c'est vraiment très intéressant. L'avantage de ce genre de structure en chandelier japonais, c'est qu'on a un stop qui est clair, c'est sous la mèche. Puisque c'est une structure de retournement, on n'est plus censé aller battre la mèche. Donc on a notre stop, d'accord? Si ça s'est arrêté là, on avait notre stop. Et du coup, on avait aussi éventuellement une zone de TP intermédiaire du 1 pour 1 haut de canal, et puis on avait une deuxième zone résistance. Vous voyez, c'est tout ce qui peut venir vous embêter peut faire l'objet de prise de bénéfice. D'accord? À vous après de rationaliser vos TP en termes de combien j'encaisse pour que votre risque initial soit le moins finalement soit le plus liquéfié possible, tout en garantissant derrière quand même qu'il y a une bonne plus-value encore sur votre solde. D'accord? À vous de prendre votre calculette et finalement de voir les rapports qui vous intéressent. Moi je vous explique la logique. Ok? Alors, bon, maintenant, c'est pas ce qui s'est passé. On va voir après en H4. On a eu une avalante haussière et on s'est retrouvé tout en haut du canal. Ce qu'on pouvait prendre ici, pour moi, c'était dur. D'accord? Une fois qu'on a eu cette avalante, on se retrouvait sous résistance. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'arrêtait là, et sous le haut du canal. Bon, on pouvait pas prendre. Parce que c'est une zone de TP. D'accord? Donc on va pas prendre sur une zone de TP. C'est difficile. À la rigueur, si on avait eu un retracement, vous voyez, excusez-moi, j'ai failli éternuer, voilà. Si on avait eu un retracement, ici, pourquoi pas, pour de nouveau nous offrir un risque-reward. Mais là, on arrive sous résistance et c'est difficile. Alors par contre, on est content que c'est cassé. Pourquoi? Parce que maintenant que le marché a montré qu'il sortait de ce canal baissier, et ben c'est super. Donc on est sous résistance, on n'achète pas, on attend un retracement. Et ce retracement, j'espère qu'il va avoir lieu ici. Et là, on rentre dans le plan de trading et on va pouvoir de nouveau recalculer des risques et rewards. Vous voyez, l'idée c'est que espérer que le marché il revienne tester cette zone. Je ne sais pas dire s'il va venir le tester, d'accord? Donc je ne suis pas dans l'analyse, d'accord? Je pense qu'ici on a fait une vague A et qu'on est en train de faire une vague B baissière pour repartir sur une belle vague C haussière. Ce que je veux trader, c'est cette deuxième vague haussière. Mais je voudrais le trader avec un risque-reward qui me va bien. Pourquoi? Regardez. Vous allez comprendre. Si notre objectif c'est 1,35, est-ce que rentrer maintenant c'est intéressant? Notre stop il est où? Notre stop il est toujours en bas. Hein. On ne va pas le mettre arbitrairement ici. On n'a rien qui nous dit que le marché ne peut pas aller là, quoi, ou légèrement plus bas. Mais on ne devrait plus battre ce bas qui est ici. Donc notre stop reste en bas. Donc actuellement, si on devait prendre là, on serait à 438 pips de risque. D'accord? Pour gagner combien? Espérer gagner combien? Eh bien, ma foi, jusqu'au 1,35. Donc 1,35, 1,35, on est là, 688, 700. Donc on risquerait 450 pour espérer gagner 700. On n'est même pas sur du 1 pour 2. Donc à ce niveau-ci, si notre règle d'or, c'est de se dire je n'entre pas si je n'ai pas au moins un risque-reward de 1 pour 2, ce qui est la mienne de règle, eh bien il n'y a pas de trade. C'est aussi simple. Donc il nous faudrait attendre un retracement un peu plus profond. Donc si le cours revient par exemple tester, voyez ce support qui est ici. Donc les 1,27. Les 1,27 nous donneraient quoi en termes de risque-reward? Notre risque serait de 240. Pour jouer les 1,35, on serait à toujours à donc 780, 800. Donc on espère gagner 800 avec un risque de 280. Bah là c'est bon, on a plus de 1 pour 2. Donc vous voyez, un retour des prix sur cette ligne de support peut faire l'objet d'un trade si on a un biais haussier pour viser les 1,35. Vous voyez la logique? Voilà. Donc moi j'aimerais, même s'ils descend un peu plus bas, vous voyez, je suis assez intéressé pour rechercher de nouveau un achat pour aller rechercher les 1,35 après. Et une fois qu'on aura cherché les 1,35, je liquide tout
parce que dans ma vue mensuelle, je pense que c'est une zone qui peut faire repartir vraiment les cours baissiers. D'accord? On rappelle, cette zone des 1,34, 1,35, c'est les 50% de retracement de tout ça, c'est un retour sur la ligne médiane, vous voyez, il y a de la résistance ici, hein, il y a de la résistance forte, hein, vous voyez même les 1,34, donc même que peut-être que c'est pas les 1,35 qu'il faut viser, c'est les 1,34, d'accord? Je pense que les 1,34 déjà c'est chaud. Okay, donc du coup, il faut vraiment que ça aille chercher les 1,26, les 1,26,30. Vous voyez, 1,26,30, on est pas mal pour aller rechercher la 34, on a un bon risque-reward. Mais en l'état, on ne peut plus l'acheter. Il faut attendre que ça retrace. Okay, vous voyez comment, sur le biais d'une analyse mensuelle, on a détecté une zone de support. En journalier, on a un price action qui s'est développé. Ce price action nous permettait d'avoir un stop. Malheureusement, la bougie était trop importante et nous a envoyé sous résistance. On ne pouvait plus rentrer. Mais si elle avait été moindre, on aurait pu rentrer avec un stop relativement proche, avoir un premier TP sous cette résistance, histoire de éliminer notre risque. D'accord? Et puis après, encore peut-être un petit TP ici et tout le reste sur les 1,34. Ben, je peux vous dire qu'avec ce genre de trade, c'est pas grave si vous encaissez même 50% là-haut. D'accord? Parce que sur le reste, sur ce qui va vous rester, pourtant vous allez me dire oui mais là c'est du 1 pour 1. Oui mais vous encaissez 50% sur du 1 pour 1. Donc vous avez 50% qui vont traîner sur tout le reste. Et l'important c'est qu'au final vous ayez du 1 pour 2. D'accord? Donc on avait ici un stop de 170 pour viser 900. Donc même si c'est sur les 50% de la position restante, ça vous fait au final largement du 1 pour 2. D'accord? J'espère que c'est pas trop mathématique, mais c'est important ce que je vous dis. Et je vous demande, cette vidéo après va être posée sur la chaîne DailyFX, d'accord? La chaîne YouTube de DailyFX. Notez bien ces éléments. Ok, c'est tous les formateurs qui pourraient vous dire que les stops c'est pas important, vraiment méfiez-vous. D'accord? Les stops c'est pas important, c'est vital parce que ça vous permet de mesurer le risque que vous prenez et donc derrière un risque reward. Ok, sans risque reward, il n'y a pas de trade possible. Vraiment, c'est ce que je tenais à vous dire. Voilà. Bon bah écoutez, il est 17h. J'ai pas fait du tout de point marché sur les actifs. Bah désolé, c'est pas grave. Je vous ai fait un cours pur et dur de money management. Bon bah c'était important. Encore une fois, moi je suis pas borné. Je réagis par rapport aux questions que vous me posez. C'est un cours qui se veut interactif et c'est pour moi le plus important. D'accord. Donc bah écoutez, la semaine prochaine, désolé pour ceux Yuli qui m'attendaient sur le DAX, c'est juste que bah, l'heure est passée, que après je vais être un peu contraint. Mais je reviendrai très prochainement sur le DAX. Je vais voir pour faire une analyse texte, d'accord. Donc je vais voir pour produire cette semaine une analyse sur les indices, que ce soit sur le DAX ou sur le CAC 40. Pour, donc sous la forme d'un article, pour que vous ayez ma vision quand même sur les indices européens. Alors sur l'USD Yen, mon analyse, bah, j'essaierai également de produire également l'USD Yen, il me donne du fil à retordre. On reste, quand on regarde, je vais peut-être conclure sur l'USD Yen, parce que c'est vrai que l'USD Yen, il est quand même intéressant aussi pour comprendre ce qui peut se passer sur les indices. Voyez, donc ça, c'est la vue mensuelle que je voulais vous donner. Je vous avais donné vraiment le timing de retournement sur les 123,70 basé sur des warning lines. On arrive sur une oblique, d'accord, qui va faire office de support. On s'attend quand même à ce que l'USD Yen rebondisse sur ces seuils, d'accord, mais je reviendrai sur l'USD Yen. Ok, bah écoutez, je vous remercie pour vos commentaires très positifs, ça fait vraiment toujours plaisir. Donc merci Bernard, merci Roland, merci Enwoon, merci visiteurs, merci à tous. Et puis demain, donc peut-être un article sur le CAC 40 ou sur l'USD Yen, et surtout, mais la semaine prochaine vraiment un point marché dédié vraiment sur les actifs. Je reviendrai pas sur les éléments donc de trading et de money management. C'était l'objet de ce cours, de façon un peu impromptue. Merci Gilles17, merci Nicolas pour cette super formation. Vous êtes tous adorables. Je vous envoie des ondes super positives pour votre trading. J'espère que tout va bien se passer cette semaine et je vous retrouve donc dès demain pour un prochain article sur DailyFX et mercredi prochain, même heure, 16h,
pour mon prochain webinaire. Voilà, bah, à bientôt et puis portez-vous bien et surtout, soyez prudents. À très vite.